Merci beaucoup, Alexis. Merci à tous et à toutes d'être là. En fait, cette communication est inspirée de la communication que j'avais entendue d'Hervé Castagnet l'année passée lors de cette journée d'études dont a parlé Alexis sur le regard et la proie. Et je m'intéresse depuis, comme certains le savent, depuis pas mal d'années à la chasse dans les récits du 19e siècle, mais je m'étais surtout intéressée à la figure du patron des chasseurs, Saint-Hubert. Et en fait, je m'étais jamais tournée véritablement vers Diane ou Artémis. Et après cette lecture de Klosowski, du bain de Diane par Hervé Castagnet, je me suis dit, tiens, je crois qu'il y a à aller chercher quelque chose là et voir si ce thème, comment ce thème est repris au XIXe siècle. Et c'est tout naturellement le chef-d'œuvre inconnu qui m'est apparu pour la question ce qu'on ne peut voir justement du voile. Donc voilà l'origine de cette petite histoire. Les travaux de Pierre Vidal-Naquet, de Jean-Pierre Vernant et d'Alain Schnapp sur la Grèce ancienne, et notamment sur les rites de passage chez les jeunes éphèbes, révèlent les liens très étroits entre chasse et érotisme. En effet, si la chasse, tout comme la guerre d'ailleurs, on vient de le voir, puisque tout combat, comme le souligne Alain Schnapp, est bien une chasse, mais une chasse aux hommes, si la chasse donc est un moyen d'accéder à la culture, c'est-à-dire au statut de citoyen, d'où le caractère essentiellement pédagogique des rites de passage grecs, il n'en reste pas moins que la chasse et ses modalités renvoient toujours peu ou prou à une rencontre amoureuse. En effet, si le jeune éphèbe ou éromène doit posséder l'art de la chasse, sa position au sein de la situation pédagogique le place de facto, je cite, en un objet de haut prix, comme le dit Michel Foucault dans son Histoire de la sexualité, dit autrement comme un objet de désir. C'est que sa jeunesse et sa beauté le rapprochent en partie des dieux. En effet, ainsi que l'explique Jean-Pierre Vernant dans L'individu, la mort, l'amour, plutôt que comme la morphologie d'un ensemble d'organes ajustés à la façon d'une planche anatomique, le corps grec, aux temps anciens, se donne à voir sur le mode d'un blason faisant apparaître en traits emblématiques les multiples valeurs de vie, de beauté, de pouvoir dont un individu se trouve pourvu, dont il est titulaire et qui proclame sa timée, c'est-à-dire sa dignité et son rang. Beauté physique et morale ne sont pas dissociables. La seconde se peut évaluer au seul regard de la première. Foucault résume cette combinaison en parlant de l'esthétique morale du corps du garçon. Le corps, poursuit Vernant, revêt la forme d'une sorte de tableau héraldique où s'inscrit et se déchiffre le statut social et personnel de chacun, sa valeur, son prix, sa place dans une échelle de perfection, qui s'élève jusque vers les dieux campés en son sommet. L'éphèbe, en cours d'initiation, ajoute à sa jeunesse et à sa beauté force, courage, puissance. Aussi la combinaison de ces valeurs et qualités le rapproche du modèle divin et par extension lui octroie une dimension presque sacrée, ce qui explique que les rastes le convoitent. Au sein de l'initiation juvénile et des différents exercices synégétiques imposés, il fait donc tout autant l'expérience du chasseur que celle de la proie. Dès lors, on comprend mieux pourquoi situation éducative, synégétique et amoureuse ne cesse de se superposer, comme le suggère l'art grec où le motif de l'éraste et de l'éromène en chasseur est prépondérant. Étant donné la place donnée à la chasse au sein de ces rites, il va de soi que la figure d'Artémis, Diane, déesse de la chasse, les encadre. Rappelons, fille de Zeus et de Léto, Artémis naît un jour avant son frère jumeau Apollon et aide sa mère à le mettre au monde. C'est en quoi cette déesse préside aux accouchements. La vue des douleurs lui inspira une aversion pour le mariage et les hommes. Aussi demanda-t-elle à son père le privilège de rester vierge. Déesse de la chasse, elle la pratique comme un art et tient à garder sur ce point une réelle suprématie. Aussi, elle n'hésite pas à frapper de mort subite celui qui oserait la surpasser dans son art. De la même façon, vierge farouche, elle tue celui qui oserait la prendre contre sa volonté.
Ainsi est-elle également la déesse des Amazones qu'elle rejoint dans son refus de l'autorité masculine. Ajoutons qu'elle est aussi protectrice de la nature sauvage, des eaux et des forêts. Convoquée comme divinité protectrice de la nature sauvage et protectrice lors des accouchements, mais par ailleurs crainte pour ses exécutions radicales et violentes, elle agit dans des moments clés de passage. C'est pourquoi elle possède une place toute particulière dans les rites juvéniles ou païdia, au cœur de laquelle l'apprentissage de la chasse était central, on vient de le dire. En effet, comme le note Alain Schnapp, la dimension éducative de la chasse ne se limitait pas aux bienfaits qu'elle procurait, mais c'est surtout la familiarité qu'elle induit avec la faune, la flore, avec le territoire de la cité. Vidal-Naquet insiste sur le fait que dans les cadres des initiations, la chasse ne se pratiquait pas dans des contrées lointaines, mais en marge de la cité, cette zone frontière correspondant spatialement au statut liminaire de l'éphèbe, ainsi que l'explique Vernant. Le jeune occupe une position intermédiaire, il n'incarne pas le sauvage, il se tient pour grandir à la frontière de deux états contrastés. Parce qu'elle ne cesse de se situer au seuil, la naissance et la mort, tout en étant gardienne des limites, elle n'est pas la déesse de la sauvagerie, mais elle est celle qui se situe aux confins de la nature et de la culture. Elle est aussi celle qui punit les hommes de céder à l'hybris, car la démesure s'apparente dangereusement à un ensauvagement de l'être, une perte de contrôle de soi, ce que la déesse, en tant que gardienne des limites, combat farouchement. Aussi Artémis joue-t-elle le rôle de protectrice de la vie civilisée, de ses règles et de ses lois, qu'elles soient établies par les dieux ou par les hommes. Elle veille au bon respect de celles-ci, sanctionnant tout comportement déviant qui s'apparenterait à un retour au désordre d'avant l'ordre. Dans notre culture, Artémis ou Diane, son homologue romain donc, est surtout connue pour l'épisode d'Actéon la surprenant au bain. On se souvient que nue, dépourvue des objets opératoires qui prolongent le corps divin, carquois, javelot, arc, robe, sandales, la fille de Leto pénètre dans l'eau de la source pour s'y baigner après les fatigues de la chasse. Pour s'y baigner, pas seulement. On sait les vertus des onctions dans les récits mythologiques. Actéon, errant à travers la forêt, assiste par hasard, insiste Vide, à la scène et surprend Diane sans voile. Furieuse d'être ainsi découverte nue et désarmée, elle arrose d'eau le visage du jeune homme en ajoutant ces mots au geste. « Et maintenant, libre à toi d'aller raconter, si tu le peux, que tu m'as vue sans voile. » On connaît la suite. Actéon, transformé en cerf, perd en effet la voix. Il finira dévoré par ses propres chiens qui ne le reconnaissent pas. Et, je cite, « ce ne fut qu'en exhalant sa vie à travers 1000 blessures qu'il apaisa, dit-on, le courroux de Diane. » Didier Grimaud, dans un article intitulé « Promenade dans la vallée de Cargaffier », rappelle que progressivement cette scène chargée d'érotisme prendra de plus en plus d'importance, d'abord à la période romaine, puis à la Renaissance. L'image de Diane, vierge effarouchée, surprise au bain et rougissante de pudeur, est une image à forte charge sexuelle. Dans les siècles qui suivent, des fresques de Pompéi aux peintures de la Renaissance, la charge érotique de ce mythe ne cessera d'être centrée autour de l'image éclatante de Diane au bain. Mais le mythe entame en quelque sorte une lente dégradation. Diane n'est plus surprise, désarmée, dans un moment de faiblesse, mais nimbée d'une pureté toute virginale. La Renaissance réutilisera le mythe dans le sens de l'érotique. Diane de Poitiers, maîtresse de Henri II, se fera peindre en déesse chasseresse, sans voile ou presque, allongée voluptueusement au bord d'une source. Elle est appuyée sur un cerf qui, couché et docile, boit à ses pieds. Plus tard, au XVIIIe siècle, il existait à Versailles un hôtel particulier appelé le Pré aux Cerfs. En ce lieu de plaisir, clin d'œil au mythe de Diane et Actéon, les grandes de ce monde allaient faire débauche avec quelques courtisanes. Si nous nous intéressons aujourd'hui au mythe d'Artémis, c'est que nous croyons que les figures d'Artémis ou de Diane et d'Actéon irradient le chef-d'œuvre inconnu et que le mythe joue un rôle décisif, tout comme les métaphores synégétiques, dans le déroulement de la nouvelle, dans le développement de l'action et dans la conduite et la transformation des personnages. Rappelons rapidement, pour en convenir, les enjeux du récit balzacien. Poussin, jeune peintre apprenti, se rend chez le peintre Porbus dans l'espoir d'être initié au secret de la peinture.
Surgit alors qu'il monte les escaliers qui mènent à l'atelier du maître, un vieil homme, Frêne-en-Fer, peintre lui aussi et ami de Porbus, qui l'introduit dans l'atelier sans être présenté. Une discussion est entamée autour du secret de faire la vie par l'art. Frêne-en-Fer se révèle aux yeux du jeune homme un peintre de génie qui dit posséder les arcanes du vivant que lui aurait révélé le peintre Mabuse. S'ensuit une dissertation soutenue par Frêne-en-Fer où, comme le souligne Chantal Massol-Bedouin, l'esthétique de l'imitation est battue en brèche par l'idéologie de la création. À la fin de cette discussion, aux allures de soliloque, le vieil artiste soutient qu'il a réussi à peindre une femme plus vraie que nature. Ma peinture n'est pas une création, mais une créature, aiguisant ainsi l'incuriosité de deux autres hommes. Ce chef-d'œuvre que le vieil homme a tenu jusque-là secret sera dévoilé au sein d'une transaction, Poussin lui faisant voir sa fiancée contre le droit de voir le fameux portrait. Au terme de l'échange, une femme pour une autre, la déception sera grande pour l'un comme pour l'autre. Le vieil homme ne trouve pas en la jeune Gillette la beauté idéale présumée, et Poussin découvre que le chef-d'œuvre n'est en fait qu'un amas de peinture. Devant l'incompréhension des deux peintres, Frêne-en-Fer brûle sa toile et meurt. On ne sait pas du tout s'il s'est suicidé ou pas. Pourquoi convoquer le mythe d'Artémis pour éclairer les enjeux de ce texte, alors que ceux clairement cités sont ceux de Pygmalion, de Vénus et d'Orphée, et que celui de Prométhée, qui n'est pas mentionné, éclaire sans conteste la relation métaphysique que le vieil homme entretient avec l'idée de génie, ce que la critique s'est plu à développer. Les quelques références faites à la chasse sont une première réponse. En effet, à plusieurs reprises, Frêne-en-Fer parle de la quête de la beauté et de l'idéal en termes synégétiques. Vous ne descendez pas assez dans l'intimité de la forme, vous ne la poursuivez pas avec assez d'amour, de persévérance dans ses détours et dans ses fuites. La beauté est une chose sévère et difficile qui ne se laisse point atteindre ainsi. Il faut attendre des heures, l'épier, la presser et l'enlacer étroitement pour la forcer à se rendre. Ô nature, nature, qui jamais t'a surprise dans tes fuites? Les dernières citations. Ô pour te voir un moment, une seule fois, la nature divine, complète, l'idéal enfin, je donnerai toute ma fortune, mais j'irai te chercher dans les limbes, beauté céleste. Balzac, dans son célèbre article « Des artistes » publié en 1830 dans la revue La Silhouette, un an donc avant la première rédaction de la nouvelle, affirme qu'il est difficile de rendre le bonheur que les artistes éprouvent à la chasse des idées. Dans ces heures de délire, pendant ces longues chasses, aucun soin humain ne les touche, aucune considération d'argent ne les émeut, ils oublient tout. On le voit en introduisant dans la quête de la beauté et de la nature, comme symbole de beauté, un vocabulaire synégétique et amoureux que double au sein de la nouvelle une situation d'initiation et un secret dévoilé, le texte balzacien utilise sans le nommer le matériau mythique d'Artémis et plus spécifiquement en ce qui concerne le dévoilement de la toile, celui de l'épisode de la déesse au bain surpris par Actéon. La question que je pose donc aujourd'hui est celle de la valeur opératoire de cette figure mythique dans le texte. Pour y répondre, j'isolerai 3 éléments importants qui lui sont liés. Initiation ou pas, voir et démesure, voir ou dire. La présence de la métaphore synégétique dans l'économie de ce récit d'initiation n'est pas surprenante, étant donné que chasse et pédagogie, comme on l'a expliqué tout à l'heure, sont depuis des siècles fortement liés. Néanmoins, les enjeux ou objectifs de l'initiation dans la nouvelle, créer la vie par l'art, rendent la présence de la métaphore ambiguë. En effet, si l'on se rapporte de nouveau au programme de la païdia grecque, Alain Schnapp rappelle que l'exercice de la chasse n'appartenait pas aux techniques de l'imitation qui servaient à des fins ultimes de création, mais tenait plutôt de l'art de l'acquisition, c'est-à-dire, je cite, aux techniques de capture diverses, savoir, économie, chasse, ou de résistance à la capture, c'est-à-dire la lutte. Aussi, la chasse est-elle pour les Grecs un art de la dissimulation, de l'embuscade et de la surprise. Ici, les enjeux sont-ils réellement déplacés ou le bouger est-il plus complexe qu'il n'y paraît? L'art de peindre, dont discute Frêne-en-Fer avec Porbus et Poussin, se divise, comme nous l'avons souligné précédemment, en 2 voies possibles. D'une part, l'esthétique de l'imitation, de l'autre, l'idéologie de la création. La mission de l'art n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer. Nous avons à saisir l'esprit, l'âme, la physionomie des choses et des êtres. Les effets
mais ils sont les accidents de la vie et non la vie, s'écrie le vieux peintre. Plus loin, il ajoute « Jeune homme, ce que je te montre là, aucun maître ne pourrait te l'enseigner. Ma buse n'a eu qu'un élève, qui est moi. Tu as assez d'intelligence pour deviner le reste, parce que je te le laisse entrevoir. » Les paradoxes de Frêne-Enfer sont nombreux. Chantal Massol en a fait l'excellente démonstration. Rappelons-en les grandes lignes. Tout d'abord, le texte souligne que Mabuse est, quoi qu'en dise Frêne-Enfer, maître en dissimulation et en illusionnisme, et que donc du secret de faire la vie, il ne sait pas grand-chose. Par ailleurs, l'affirmation « tu as assez d'intelligence pour deviner le reste » insiste sur l'absence d'enseignement. L'initiation passerait donc par une capacité à voir ce que les autres, ici Porbus, n'auraient pas les moyens de voir, de comprendre ou de saisir. L'initiation du jeune peintre, tout comme le jeune chasseur, passe par une technique de capture et non pas de reproduction. La différence se situe dans l'enseignement. Le génie du peintre ne s'acquiert pas, il est inné. C'est donc toute la situation d'initiation qui est ici évacuée. À suivre le maître, le génie du peintre se situe dans son œil et sa capacité à voir plus loin, à déceler ce qui ne peut être vu. D'ailleurs, il insiste, ce qui l'intéresse, tout comme Actéon face à Diane, c'est lorsque, je cite, « la blancheur se révèle sous l'opacité de l'ombre la plus soutenue. Le secret de l'art se confond avec la volonté de voir ce qui se cache dessous. » Voir et démesure. Les nombreuses références à la vue comme principe de compréhension de l'œuvre le confirment. On ne compte plus le nombre de fois où Frêne-Enfer interpelle le regard de Poussin. Vois-tu comme au moyen de 3 ou 4 touches on peut faire circuler l'air autour de la tête. Regarde comme cette draperie voltige. Remarques-tu le luisant satiné que je viens de poser sur la poitrine de la jeune fille. Vois-tu, petit, il n'y a que le dernier coup de pinceau qui compte, etc., etc. Voir vaut donc comme un apprentissage. Cette suprématie du voir a pour cause, toujours selon le peintre, que le trop de science, de même que l'ignorance, arrive à une négation. L'art, dans cette nouvelle, appartient donc au domaine du secret, du mystère et de la rêverie. Il faut donc aller au-delà de ce qui est visible. Dit autrement, la peinture, entendons celle qui fait la vie, est un art de la démesure, du dépassement de la limite, du débordement. Nous retrouvons ici un des thèmes du mythe de Diane et d'Actéon. Voir ce qui ne peut être vu, à savoir la déesse, le divin. Actéon, tout comme le peintre, est un voyeur, et ce qu'il voit décide de son destin tragique, puisqu'il est métamorphosé en cerf après avoir vu la déesse nue. C'est sa punition. Frêne-Enfer n'est pas puni d'avoir vu, mais se punit d'avoir osé montrer son chef-d'œuvre jusque-là inconnu à Porbus et Poussin. Et pourtant, nous croyons que les enjeux entre le chasseur et le peintre ne sont pas si éloignés les uns des autres, car la nouvelle balsacienne ne cesse d'affirmer que voir, c'est prendre. Gillette, Gillette c'est la maîtresse de Poussin, qui se refuse tout d'abord à être présentée au vieux peintre, l'a intuitivement compris. Et lorsque Frêne-Enfer ausculte la jeune femme, les remords dévorent Poussin qui voit que, je cite, « l'œil rajeuni du vieillard, par une habitude de peintre, déshabille cette jeune fille en devinant les formes les plus secrètes. » La Belle Noiseuse, qui est le nom que Frêne-Enfer donne à son chef-d'œuvre, partage avec Diane une forme de chasteté en ce que, d'une part, elle ne peut être vue par personne, d'autre que son créateur. Déchirer le voile sous lequel j'ai chastement couvert mon bonheur, mais ce serait une horrible prostitution. La faire voir, mais quel est le mari, l'amant assez vil pour conduire sa femme au déshonneur? Née dans mon atelier, elle doit y rester vierge et n'en peut sortir que vêtue. Un tel chef-d'œuvre ne peut exister que s'il reste inconnu, s'écrie le vieil homme, qui sait que la rencontre avec l'autre crée nécessairement du désordre. On le voit, tout comme Diane, la Belle Noiseuse ne se laisse pas prendre, personne ne peut rendre compte de sa beauté, qui d'ailleurs ne semble exister, tout comme la déesse, que par le voile qui la recouvre. Toutes deux fascinent en un point d'inviolabilité, point obscur que rencontre également Frêne-Enfer, car le peintre, s'il accepte la transaction, montrer son œuvre contre le droit de voir la fiancée de Poussin, prouve qu'il doute d'avoir saisi le secret de la vie et de la beauté absolue, bien qu'il sache que ce secret tient en ce qu'il doit le rester. Mais le fantasme du tout de la beauté est plus puissant que ce savoir-là. La limite que franchit Actéon en découvrant Diane le projette dans un monde qui ne sied pas à l'homme, un monde où il n'est pas bienvenu, celui des dieux.
Actéon devient une bête, ensauvagement dû à la vue du corps divin, ensauvagement qui signe sa démesure. Pénétrer les arcanes divines, c'est entrer dans un monde outrepassé, qui ne peut qu'ensauvager l'âme et dont le corps de la bête devient la métaphore. En le faisant devenir cerf, Artémis empêche le chasseur de témoigner de ce qu'il a vu, certes. Elle lui rappelle également l'inconstance de son corps, d'humain, sa faillibilité, sa muabilité, autant d'états qui renvoient à ses finitudes. D'ailleurs, si ces chiens l'attaquent, c'est bien parce qu'ils ne voient plus en lui leur maître, mais une simple chair prête à la dévoration. Où se situe la démesure de Frêne-en-Fer? Il semblerait bien que la beauté absolue, la même chose, parce qu'absolue, appartienne elle aussi au monde du divin, de l'idéal, et que du même coup, tout comme la déesse, elle ne peut être vue. Frêne-en-Fer veut arracher à l'inviolable ce qui est imprenable. Aussi, la folie de Frêne-en-Fer est-elle la même que celle d'Actéon, d'avoir confondu la déesse et sa théophanie, pour reprendre les mots d'Hervé Castanet. Tous deux confondent la chose en soi, l'idéal et sa manifestation. En articulant le mythe d'Artémis à la question de l'œuvre d'art, nous pourrions dire que si la déesse préside aux accouchements, en l'occurrence ici à l'accouchement de l'œuvre, elle n'est pas l'œuvre, distinction que ne semble pas faire le peintre. Reprenons. Qu'est-ce qui apparaît sur la toile? Je ne vois là que des couleurs confusément amassées et contenues par une multitude de lignes bizarres qui forment une muraille de peinture, dit Poussin. Mais nous nous trompons, voyez, reprit Porbus en s'approchant. Ils aperçurent dans un coin de la toile le bout d'un pied nu qui sortait de ce chaos de couleurs, de tons, de nuances indécises, espèce de brouillard sans forme, mais un pied vivant. Ils restèrent pétrifiés d'admiration devant ce fragment échappé à une incroyable, à une lente, progressive destruction. Ce pied apparaissait là comme le torse de quelque Vénus en marbre de Paros qui surgirait parmi les décombres d'une ville incendiée. Ce fragment semble la preuve, la confirmation des nombreux discours soutenus par le vieux peintre. Mais ce morceau est aussi la preuve qu'il est possible de saisir, si ce n'est que par bout, l'idéal de beauté, et non pas le tout de la beauté. Comment donc interpréter ce qui se passe sur cette toile en fonction du mythe? On remarque que la description que Frêne-en-Fer donne de son œuvre s'apparente à un discours d'extase qui s'arc-boute à une érotique de l'art. Alors, croyez-moi, je n'ai pas le temps de lire toute la citation. L'homme ne parle pas en professeur, ni en maître, mais en mystique. C'est une véritable transe. Son discours s'échafaude davantage sur une vision extatique que sur une réalité. Les paroles de Frêne-en-Fer s'apparentent à des émois mystiques teintés d'érotisme. L'art de peindre se rapproche ici d'un art d'aimer. Les termes accouplement, l'allusion aux caresses et à l'adoration le soulignent. Mais surtout, cet emportement quasi spirituel qui se confond avec l'éreintement amoureux insiste sur le mouvement qu'entretient le peintre avec son art. Il ne s'agit pas tant, semble-t-il, pour lui, quoi qu'il en dise, de capturer le secret de la vie, mais plutôt d'exprimer sur la toile ce qu'il habite, lui. Sur celle-ci apparaissent les multitudes du désir de Frêne-en-Fer. Le chaos pictural s'affiche dès lors comme la représentation métonymique du désir d'un objet de désir toujours fuyant que révèle l'excitation perpétuelle. Tout comme Actéon, qui poursuit le mirage qui l'étreint, voir la déesse nue, Frêne-en-Fer peint ce qui l'agite, et non pas un idéal de beauté. Et s'il accepte de dévoiler la toile, peut-être est-ce parce que la toile est achevée, mais achevée au sens de morte. Sur celle-ci, point d'idéal, plutôt l'idée qu'il en a et dont il est amoureux et captif. Le chasseur est devenu proie. Car l'idéal ne révèle, comme la déesse, que son voile qui en est l'idée. Idée brouillonne au regard du modèle espéré qui ne peut être qu'espérance. Éternel mystère désincarné. Et c'est bien ce que nous enseigne le mythe ainsi que le lit de manière vive Klosowski dans son texte Diane Aubin, citation donnée par Hervé dans son article. C'est au fur et à mesure qu'Actéon s'abîme dans sa méditation que Diane prend corps, c'est-à-dire que le corps dans lequel elle va se manifester à elle-même, c'est à l'imagination d'Actéon qu'elle l'emprunte. Ce qu'enseigne in fine Frêne-en-Fer et à son corps défendant au jeune Poussin, c'est que l'idéal, il n'est pas vain de courir après, mais il s'agit d'admettre que de lui ne subsiste jamais que l'idée qu'on s'en fait. Voile dont une forme peut parfois jaillir, un reste, un pied par exemple, qui exprime le mouvement dont il est le signe, mais le signe uniquement. Tout le monde sait qu'un pied n'a jamais fait la marche, tout comme la forme n'a jamais fait l'idéal.
mais elle en dit quelque chose néanmoins, et au bout du compte, c'est ce quelque chose qui le fait exister. Dit autrement, sans le pied, pas de marche. Au risque de contredire ce que je viens juste d'énoncer, l'idée n'est donc pas un reste, l'effet tronqué d'une cause, mais la cause elle-même de l'idéal. La nudité d'Artémis, belle noiseuse parmi les belles, nécessite le regard d'Actéon, Phrénenfer, pour témoigner de son existence et exciter le désir des hommes, celui de Poussin et de Porbus en l'occurrence. L'idéal s'expérimente en tant qu'idéal ou divinité dans sa mise à l'épreuve, dira Klosowski, par les hommes. Et je conclus, voir ou dire, la Diane d'Ovide, en condamnant Actéon à devenir un cerf, lui retire la parole. Sur ce point, le texte est clair. Et maintenant, libre à toi d'aller raconter, si tu le peux, que tu m'as vu sans voile. L'alternative, soutient Hervé Castanet, et donc celle-ci, c'est ou voir ou dire, ou la vision ou le mot. L'opposition ne fait pas de défaut ici non plus. C'est bien cette dialectique entre la chose et les mots qui s'exprime également. Tant que Phrénenfer décrit, raconte sa belle noiseuse, tant qu'il lui garde sa qualité de discours, de bruit, d'où son nom noiseuse, d'écho, de secret, et l'œuvre avec lui semble bien gardée. Mais dès que des yeux se posent sur elle, sur l'œuvre, alors la belle noiseuse se dérobe, tout comme Diane. Elle est définitivement rétive à l'autorité des hommes, comme à celle du peintre. La nouvelle de Balzac nous rappelle également que donner à lire son désir implique le risque qu'il soit nié en grande partie par le regard de l'autre. Ainsi, devant la toile, rien à voir. Et seul ce rien est dit. Tôt ou tard, il s'apercevra qu'il n'y a rien sur sa toile, s'écrie Poussin. Rien sur ma toile, s'exclame le vieil homme, insulté, amoureux et prisonnier d'une vision fantasmatique et hallucinatoire, d'une fixité imaginaire qui ne trouve une manière d'expression sublimée que dans le langage, Phrénenfer ne réussit à peindre qu'un chaos. C'est que le fantasme et la jouissance qu'il soutient ne se peignent pas. Le savoir ne peut que les border. La toile est le résultat objectif de projections subjectives torturantes. En somme, elle devient le miroir dans lequel se mire le sujet lui-même. Aussi Phrénenfer rejoint Actéon dans cette position spéculaire. En effet, au moment où l'œuvre est dévoilée, les mots perdent en consistance, le sens chute, ce qui ne veut pas dire qu'ils disparaissent. Et la toile, alors, spectularise ce quelque chose en quête d'incarnation, qui cherche à s'actualiser désespérément. On ne s'étonne donc plus que l'objet du tableau se mue en doublé hybride du peintre, tableau qui se rapproche sensiblement du corps déchiqueté d'Actéon par ses chiens. Ces chiens qui, à la manière de Poussin et Porbus, ne reconnaissent plus dans le maître leur maître. Je vous remercie.